Donc, bienvenue à ce webinaire qui va traiter du sujet relocalisation des achats, donc, qui est organisé dans le cadre du parcours transition de la marque Bretagne et du projet relocalisation, et donc auquel participe BDI, donc Bretagne Développement Innovation. Donc, j'aurai le plaisir d'animer le webinaire et de présenter donc, les actions sur la relocalisation en Bretagne sur laquelle nous travaillons. Et puis, j'ai également le plaisir d'avoir à mes côtés pour intervenir et vous donner des clés importantes sur ce sujet. Donc, Charline de l'agence Déclic. Bonjour. Bonjour Charline. Alain, donc président du Conseil national des achats Bretagne. Bonjour à tous. Et Sandra de Bretagne Compétitivité. Bonjour. Et donc, nous allons traiter des sujets suivants. Donc tout d'abord, présentation du contexte. Je présenterai rapidement la démarche régionale en faveur de la relocalisation par les achats. Puis Charline interviendra sur les avantages concurrentiels de cette relocalisation des achats. Et Alain présentera des éléments issus du Conseil national des achats sur les leviers qui peuvent motiver cette relocalisation, ainsi que sur les résultats d'une enquête nationale. Et puis enfin, avec Sandra, on vous présentera quelques pistes d'action pour aller plus loin. Et en particulier, Sandra vous présentera le dispositif Prestfab. Donc, tout d'abord, en termes d'introduction, je vais vous présenter rapidement le contexte. Le contexte, donc, c'est celui d'une démarche collective qui est mise en œuvre depuis à peu près 1 an, qui est pilotée par la région Bretagne, en particulier par Loïc Henaf, qui est le conseiller régional en charge de la relocalisation et du fret, et avec qui nous avons mis en place un comité de pilotage, donc avec le MEDEF Bretagne, lui-même, l'Union des industries mécaniques métallurgie, l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, la Fédération française du bâtiment en Bretagne, les chambres consulaires, donc la CCI Bretagne, Bretagne Compétitivité également, mais aussi Produits en Bretagne, Bretagne Commerce International, donc le Conseil national des achats, et puis la Banque des territoires et la représentation de l'État. Donc, c'est une démarche que nous animons côté BDI et nous travaillons avec ces acteurs, ces partenaires depuis à peu près 1 an pour définir et puis ensuite pour mettre en œuvre un plan d'action qui soit commun pour la relocalisation par les achats. On a vraiment pris cette entrée développement des achats en Bretagne afin de valoriser la création d'emplois et de valeur dans la région. Donc, notre objectif, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise et les directions des achats aux enjeux de la relocalisation, d'accompagner également les entreprises dans la définition puis la mise en œuvre d'actions de relocalisation, que ce soit relocalisation des achats, mais aussi pour certaines entreprises, relocalisation de leurs activités ou localisation de nouvelles activités en Bretagne. On a aussi pour objectif de renforcer les liens entre les entreprises bretonnes, identifier des fournisseurs, organiser des B2B, favoriser la connaissance mutuelle et la création de nouvelles relations. Et puis, on a également identifié le sujet des emballages comme étant un sujet d'importance qui concerne toutes les entreprises et sur lequel il y a aussi des réglementations qui arrivent. Donc pour personnaliser ce projet, donc on a un logo commun qui est Bretagne relocalisons.bzh, donc que vous voyez sur les présentations d'aujourd'hui. Voilà, comme je le disais, ce webinaire est co-organisé avec nos partenaires de la marque Bretagne, puisqu'on a identifié que le sujet des achats locaux était transverse à la relocalisation et puis à la démarche RSE des entreprises.
Darline, je te laisse la main pour parler des avantages concurrentiels de la relocalisation des achats. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que c'est pas encore affiché? C'est bon pour nous. Ok, super. Donc, merci Françoise. En plus, c'était une magnifique transition que tu as parlé aussi de la partie RSE. Donc, effectivement, on va, avant de rentrer dans le sujet vraiment de l'achat local avec des exemples et justement les avantages concurrentiels, je voulais revenir rapidement sur le développement durable, la RSE, et puis on finira sur la partie achat responsable. Donc, je pense que tout le monde maintenant sait ce que c'est le développement durable, mais je vais quand même revenir rapidement dessus. Donc, le développement durable, donc c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, c'est une notion qui a été développée en 1987. Sur le diapo, vous voyez en fait qu'il y a un schéma avec environnement, économie et social. Donc, c'est les trois thématiques qui sont abordées dans le cadre du développement durable. Et effectivement, quand on les rassemble, eh bien, on a justement cette notion de durabilité. Après, il faut savoir qu'on a une nouvelle vision aussi, enfin, une autre vision du développement durable, autre que ces trois cercles qui se rencontrent. C'est le fait de considérer que la dimension sociale est en fait un objectif à atteindre, avec l'économie qui est un moyen pour justement atteindre cet objectif, et l'environnement est la condition pour que justement l'impact, qu'il y ait un impact positif sur la société puisse se faire. C'est vraiment de prendre en compte la protection de l'environnement. Et le développement durable vient s'insinuer un petit peu partout depuis quelques dizaines d'années, depuis le XXe siècle. Il y a une prise de conscience sur le développement durable, sur les conséquences de nos impacts, etc. Et est née suite à ça aussi la notion sur la responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE. On a aussi la partie organisation, donc RSO, puisqu'il n'y a pas que les entreprises qui sont concernées par le développement durable. Et donc, la RSE, c'est vraiment la contribution volontaire au développement durable dans le cadre de ses activités, de son fonctionnement, etc. Même si il faut savoir qu'il y a de plus en plus de réglementations qui poussent vers la prise en compte de la RSE au sein des entreprises et des organisations. Et donc, la RSE, ça va regrouper plusieurs pratiques qui donc être économiquement viables, avoir un impact positif sur la société et mieux respecter l'environnement. Donc là, on retrouve en fait tout simplement les trois grandes thématiques abordées dans le cadre du développement durable. Et donc, les achats responsables, c'est un levier important en fait dans le cadre de sa démarche RSE. Et une des définitions données de l'achat responsable, c'est un achat dont les impacts environnementaux, socio-économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée de vie du cycle de vie, et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. C'est une définition qu'on trouve dans la norme ISO 20400. Donc, c'est une norme, en fait, où on retrouve les grandes lignes directrices des achats responsables et comment on peut mettre en place justement les achats responsables au sein de son organisation. Et justement, dans cette norme-là, on retrouve 7 questions centrales. Ce sont les mêmes questions centrales qu'on retrouve dans la norme ISO 26000. Donc ça, c'est la norme pour la mise en place de la démarche RSE. Donc, on a la norme ISO 26000 pour la partie RSE et la norme ISO 20400 pour les achats responsables. Et donc, on a les mêmes questions centrales, qui sont au nombre de 7, donc à savoir les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, communauté et développement local, la gouvernance, les questions relatives aux consommateurs et la loyauté des pratiques. Nous, au sein de l'agence, c'est vrai qu'on a voulu en fait retravailler ces 7 piliers pour une meilleure compréhension. Et donc, on se retrouve, nous,
cas dans notre façon de travailler, de voir la RSE et les achats responsables avec 5 piliers. Donc le pilier économie, social et environnement. Donc ça, on retrouve nos petits avec le développement durable et la RSE. Et ensuite, un pilier sur la gouvernance, parce que c'est important de prendre en compte les process et les structures de décision au sein de l'organisation, au sein de la fonction achat, pour justement intégrer le développement durable dans ses activités et ses achats. Et ensuite, le dernier pilier, et c'est surtout celui-ci qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le pilier territoire. Donc, comment aider à développer les filières locales, comment acheter justement local, et comment vraiment participer activement à la création d'emplois sur le territoire. Et on parle beaucoup de relocalisation, des approvisionnements, etc. Donc, c'est vraiment ce pilier-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Notamment donc sur ce pilier-là, je voulais faire un zoom sur le label Relations fournisseurs et achats responsables. Donc c'est un label français qui est adossé à la norme ISO 20400 dont j'ai parlé juste avant. En fait, la norme n'est pas certifiable. Donc effectivement, le fait d'avoir un label adossé à cette norme est assez intéressant. Et l'objectif, c'est de montrer que on a des relations fournisseurs vertueuses et puis des achats aussi vertueux au sein de son organisation. Et dans ce label-là, il y a 5 engagements. Il faut savoir que le label, juste un tout petit peu d'historique, à la base, il y a aussi une charte, donc relations fournisseurs et achats responsables, avec 10 engagements. Donc là, on va être plutôt sur une obligation de moyens, hein, c'est plutôt tendre vers ces 10 engagements-là. Et ensuite, il y a eu le label, où là, l'objectif, c'est vraiment de démontrer bien qu'on met en place des relations fournisseurs et des achats responsables pour son entreprise. Donc, il y a 5 engagements. Et le 5e concerne directement le pilier territoire sur donc l'impact des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème. Donc, l'écosystème, ça prend vraiment en compte cette notion de territoire. On sous-entend en fait dans le label décline cette notion d'impact des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème en trois éléments. Donc l'appréciation de l'ensemble des coûts du cycle de vie, avec notamment la mise en place, la prise en compte du coût total de possession. C'est une notion qu'on va voir, que je vais détailler juste après. La contribution au développement du territoire, et l'aide à la consolidation des filières et au déploiement international. Et dans cet engagement-là, du label, on a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont listées, justement avec développer des relations avec les acteurs locaux, apprendre à connaître justement les acteurs locaux, faire des actions avec ces entreprises-là, et puis travailler aussi à revitaliser les bassins d'emploi du territoire. Donc, voilà. Il y a plein de bonnes pratiques. Je pense qu'Alain pourra aussi en parler, puisque le CNA travaille beaucoup aussi sur cette question, sur charte et label. Donc voilà. Mais en tout cas, quelques bonnes pratiques qui sont dans ce label-là. Il y en a d'autres. Donc vous pourrez aller voir pour en savoir aussi un petit peu plus sur ce qui se fait. Et voilà. On a déjà un label. Et dans ce label-là, donc qui est adossé à la norme, on a vraiment la notion de territoire qui est pris en compte. Donc, c'est assez intéressant, en tout cas, de s'y intéresser. Ouais. Élément dont j'ai parlé donc juste avant, le coût total de possession. Donc, alors, peut-être que pour certains, ça parle et pour d'autres, pas du tout. Concrètement, c'est un outil qui permet de calculer le coût d'un produit, d'un service, mais tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter uniquement au prix d'achat. Effectivement, que ce soit un produit ou un service, il va y avoir des coûts directs. Donc ça va être notamment le prix d'achat et le coût induit. On va voir ce que c'est exactement. Et puis, on va voir tous les coûts cachés, tous les coûts indirects. Et donc, c'est ce qui forme, quand on calcule la totalité, c'est ce qui forme le coût total de possession. Et en fonction, ça peut être intéressant de le calculer
pour déterminer, pour voir effectivement que relocaliser ces achats peut être intéressant. Donc, le prix d'achat, c'est le prix auquel vous achetez le produit ou le service. Le coût induit, ça va être lié au transport du produit, l'emballage, etc., les droits de douane, etc. Ensuite, les coûts d'acquisition, ça va être plutôt lié au fonctionnement du service achat, au travail justement pour acheter les études, la relation, tout ce qui va être lié aux vérifications de qualité, etc. Les coûts de possession, on va retrouver notamment la gestion des stocks. Ça peut entraîner des coûts supplémentaires. Le coût de fonctionnement, ou ce qu'on appelle aussi le coût de maintenance, ça dépend. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être lié à l'entretien du produit, du service, la réparation, les pièces détachées. Donc effectivement, ça peut entraîner des coûts supplémentaires quand on achète un produit ou un service. Le coût de non-qualité, donc ce qu'on va retrouver derrière, en fait, c'est la non-conformité du produit, du service par rapport au cahier des charges, le fait de respecter ou non les délais qui sont inscrits. Ça peut avoir des conséquences aussi en termes de coûts pour l'entreprise qui achète. Et enfin, on va retrouver donc le coût de fin de vie. Donc là, ça va être lié à tout ce qui est le traitement des déchets, est-ce qu'il y a une contribution à un éco-organisme, etc. Donc, travailler sur le coût total de possession peut être intéressant pour déterminer est-ce que l'achat local sur tel ou tel achat peut être intéressant, notamment, et on l'a vu avec les différentes crises qu'on connaît, sanitaires ou diplomatiques, etc., que la relocalisation permet aussi une certaine sécurisation des approvisionnements. Et donc, on va avoir des coûts total de possession qui vont être moindres par rapport au fait, en tout cas, potentiellement aux impacts internationaux qu'on peut connaître. Et au-delà de ces coûts total de possession, de plus en plus, on veut intégrer aussi le coût des externalités, là notamment environnementales. Après, il faut arriver à les monétiser. Et effectivement, le fait d'acheter en local permet aussi de limiter les externalités environnementales en fonction du type de produit et de service. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être prises en compte pour se dire que ça vaut le coup de relocaliser ses achats. Ensuite, je voulais vous parler de plus des exemples en fait au niveau secteur public et secteur privé et l'intérêt aussi de travailler sur la relocalisation de ces achats sur la partie vraiment avantage concurrentiel. Alors côté secteur public, vous allez pouvoir me dire tout de suite, mais en fait dans le secteur public, on peut pas acheter, ils peuvent pas valoriser, ils peuvent pas acheter local de par la réglementation en commande publique. Alors oui, la commande publique, la réglementation ne permet pas directement de favoriser les entreprises de par leur secteur géographique. Néanmoins, on a des lois, je pense notamment à la loi Egalim, qui peut nous permettre d'acheter sous un certain respect de la réglementation des produits locaux. Mais au-delà de ça, on trouve de plus en plus le SPASER. Donc, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Concrètement, les collectivités, elles mènent des politiques publiques. Dans ces politiques publiques, on retrouve souvent la volonté de développer le tissu économique de son territoire. C'est les choses, quelle que soit la collectivité, c'est souvent une volonté de leur part de mener à bien cette politique publique. Et au sein des achats, les achats peuvent être un levier pour mener à bien aussi cette politique publique. Et ça se traduit souvent dans les SPASER. Alors, les SPASER, c'est pas pour toutes les collectivités. En tout cas, il y a une obligation pour certaines collectivités d'adopter un SPASER. Donc, si on a un montant annuel d'achat qui dépasse 50 millions, ça n'empêche que d'autres collectivités, malgré le fait qu'elles ne sont pas soumises au SPASER, ont des orientations d'achat responsable. Et dans ces orientations, il y a la volonté, effectivement, de favoriser l'achat local, de valoriser cet achat.
quelques exemples que j'ai pu trouver, notamment dans les stagiaires, on va retrouver dans de nombreux stagiaires. Et notamment, je l'ai vu dans le stagiaire de la ville de Lyon ou encore dans le stagiaire du département de la Gironde, des objectifs qui sont liés directement à la volonté, en tout cas, de faciliter l'accès des entreprises locales, notamment TPE, PME et les structures de l'ESS. C'est surtout ces éléments-là qui ressortent. Donc, effectivement, elles vont mener, ces villes et ce département, ces collectivités, pour répondre aux stagiaires à un certain nombre d'actions pour justement arriver à avoir plus d'entreprises d'entreprises locales. Notamment à la ville de Lyon, va y avoir des rencontres potentiellement assez régulières, des événements pour rencontrer les acteurs du territoire et mieux connaître le tissu économique de la ville et de ses alentours pour savoir ce qui se fait au niveau local et donc aussi ça vous permet en tant qu'entreprise d'avoir une porte d'entrée. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément le marché, bien sûr, puisqu'il y a toute la procédure en commande publique, mais ça vous permet d'avoir une entrée dans le cadre des marchés avec le côté local. Et au-delà de ça, on peut travailler sur des critères, notamment le circuit court. Ça, c'est un critère qui peut être utilisé en commande publique et qui est tout à fait autorisé. On peut travailler sur la sécurisation des approvisionnements. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler dans le cadre des marchés. Et au-delà de ça, on a aussi des collectivités comme donc la région Grand Est ou la ville de Nantes et Nantes Métropole dans leur PASER qui développent la prise en compte des démarches RSE des entreprises dans le cadre des marchés publics. Attention, on ne peut pas prendre en compte la totalité de la démarche globale RSE des entreprises, mais on va plutôt aller travailler sur la base des enjeux de chaque famille d'achat, sur la base des piliers qu'on a pu voir juste avant, donc économie, sociale, environnement, gouvernance et territoire. En fait, comment on peut adresser des critères, des clauses liées du coup à la démarche RSE des entreprises. Donc le fait d'avoir des achats en local peut, en fonction de comment c'est travaillé aussi par les collectivités, peut avoir un intérêt et un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises qui répondraient sur ce même marché. Donc voilà. Sur le secteur public, même si la commande publique ne permet pas directement de favoriser les entreprises locales, eh bien, il y a quand même d'autres actions, d'autres moyens qui sont mis en place pour valoriser ces entreprises-là et justement avoir plutôt des entreprises du territoire, de proximité, qui sont directement donc, des prestataires de ces collectivités. Et sur le secteur privé, alors là, il n'y a pas de règles, donc c'est un avantage. Donc là, les entreprises peuvent décider de contracter avec des entreprises locales. Il y a eu un témoignage sur un événement justement du CNA, du Conseil national des achats Bretagne, la semaine dernière, où une entreprise, un promoteur immobilier disait clairement que dès que possible, eh bien, il préférait effectivement contracter avec des TPE, PME locales. Donc ça montre aussi que le fait d'être en local et d'avoir des achats locaux permet d'avoir un certain avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Au-delà de ça, j'ai juste fait 2 petits zooms en exemple sur ce que peuvent faire des entreprises sur la relocalisation des approvisionnements. Donc, on va retrouver l'entreprise Vita Germine. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'alimentation bio et notamment aussi en partie sur l'alimentation infantile. Il se trouve que l'alimentation infantile bio recule depuis quelques années au global en termes d'achat. Mais par contre, Vita Germine, vu qu'ils sont aussi sur un sourcing en local, ils vont plutôt chercher donc à acheter français essentiellement, donc que ce soit pour les végétaux et puis 100% pour les viandes au niveau issues de l'agriculture française. Eh bien eux, donc là vraiment la question locale est importante, eh bien ils arrivent à avoir une croissance d'environ 10% par an et ça depuis plusieurs années.
Donc, on voit bien que le fait d'acheter local intéresse et puis constitue un avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Donc ça, c'était assez intéressant sur le sourcing local. Et on a une autre entreprise, donc là, alors, ça je le prononce bien, Moet Hennessy, donc c'est une entreprise de vin et de spiritueux qui a mis en place donc une initiative pour inciter leurs fournisseurs, qui sont un peu partout dans le monde, à venir s'implanter au plus près des lieux d'opération justement de l'entreprise. L'objectif pour eux, en fait, par cette relocalisation, c'était de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, avec justement le scope 3 sur la question des achats. Et donc, un fournisseur italien a pu créer des entreprises, par exemple, à Melbourne, là où est implantée aussi l'entreprise, ce qui permettait d'éviter en fait tout ce qui était transport de matière, etc. Et il y a aussi une entreprise, une agence de marketing et communication qui s'est installée à New York, puisque l'une des filiales de l'entreprise Moet Hennessy est basée à New York, donc ce qui permet en fait déjà donc de relocaliser pour la partie empreinte carbone, mais aussi d'avoir des relations fournisseurs plus agiles, plus simples, parce que c'est plus facile de les rencontrer, on peut se déplacer plus facilement. Donc ça aussi, ça permet vraiment d'avoir des relations plus fortes avec ses fournisseurs. Et ce projet-là, pardon, a permis de réduire par an en équivalent CO2 6200 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est assez intéressant. Voilà quelques exemples sur les achats en local. Et là, du coup, je vais laisser la main à Alain. Charline, avant, oui. On a quelques questions dans la conversation. Oui. Ah, je les voyais pas, je les avais pas vues passer parce que du coup, comme je partageais mon écran. Il n'y a pas de souci, je veille. La première question concerne le TCO. Comment connaître les différents coûts en amont de l'achat? Les entreprises n'ont souvent qu'une information partielle, en tout cas et les acheteurs en particulier. En fait, il y a les coûts, ce qui peut être facile à connaître, ça va être les coûts d'entretien, de réparation, parce que ça, on peut avoir ce genre d'informations assez facilement. Après, il y a des coûts qui sont internes à l'entreprise qui achète, notamment le service achat, le fait de faire des études, d'aller voir d'aller rencontrer les fournisseurs, etc. Ça, c'est des coûts internes. Donc ça, il faut les calculer. Au temps passé aussi, ça va forcément compter. Après, il y en a qui sont des fois plus difficiles à obtenir. Alors, je sais pas, il y avait tout le cercle TCO, mais au-delà de ça, les externalités environnementales, des fois, elles sont un peu difficiles parfois à appréhender, et surtout, elles sont difficiles à monétiser. Et donc, c'est là où effectivement on peut avoir des difficultés à prendre en compte les externalités environnementales en termes de coût global, du TCO, alors que dans la partie plutôt analyse cycle de vie, sur l'analyse de cycle de vie, on va s'intéresser vraiment aux impacts environnementaux, notamment aux émissions de CO2. Après, il faut arriver à les monétiser. Après, il faut des experts qui puissent justement après faire ce calcul-là. Moi, personnellement, si j'avais mon collègue qui s'occupe du bilan carbone et des analyses de cycle de vie, je pourrais répondre. Mais là, du coup, effectivement, ça reste une expertise particulière. D'accord. Il y a certaines informations que les entreprises ont déjà en interne. Dans ce cas-là, il s'agit d'analyser finement les coûts et de pouvoir les répartir sur les différents produits. Et puis, il y a d'autres coûts. Il faut plutôt se faire accompagner pour faire cette analyse. Ouais. Et puis après, faut se dire, on peut pas forcément, si on veut se lancer en fait dans cette prise en compte du TCO, c'est peut-être déjà commencer à prendre petit à petit des petits bouts et pas essayer de tout faire d'un coup, parce que des fois, effectivement, ça peut peut-être être compliqué, ça peut prendre du temps, ou en tout cas, si on veut le faire entièrement,
qui est très intéressant, c'est de cibler un achat et pas d'essayer de le faire sur tous. C'est d'abord commencer par en faire un et puis après, petit à petit, développer ça sur l'un. Alain, tu veux compléter? Oui, parce que ce que Charline a évoqué, je suis évidemment totalement en phase. Je pense qu'il y a un autre aspect qui pourrait être ajouté au propos de Charline. Elle a évoqué les aspects de coûts internes, en tout cas à caractère interne. Donc effectivement, le fait de s'appuyer sur les services de l'entreprise les plus adaptés pour répondre à la définition de ses coûts, tels que la R&D, tels que les services logistiques, etc., ça me paraît effectivement une bonne réponse. Par contre, je pense qu'il y a un autre aspect qui est les coûts liés au choix des fournisseurs. Je m'explique en prenant un exemple vraiment très basique. Vous prenez un fournisseur chinois et vous prenez un fournisseur breton. Entre le fournisseur chinois et le fournisseur breton, si je prends une des branches de la définition de TCO donnée par Charline, à savoir les coûts induits, eh bien, vous allez d'un côté avoir des coûts de transport. Encore une fois, j'ai pris un exemple très basique. Vous allez avoir des coûts de transport qui sont évidemment totalement différents entre l'aspect du fournisseur chinois et celui du fournisseur breton. Voilà. Donc en fait, en résumé, il y a une troisième catégorie qui est la prise en compte des coûts liés au choix des fournisseurs. En tout cas, à envisager de sélectionner tel ou tel fournisseur. Et là, sous cet aspect-là, c'est un des sujets qu'on va retrouver, comme le disait Charline tout à l'heure, dans le label et dans la charte associée au label, relations fournisseurs et achats responsables. Merci Alain. Il y avait une deuxième question, je crois. Oui, tout à fait. Une question qui était relative à la définition de local, achat local. Oui, alors la définition du local dans l'achat local, c'est la définition que vous en donnez. En fait, tout dépend de ce que vous entendez par local. Le périmètre, ça peut être très bien d'ultra local où on reste sur une seule ville. Bon, ça reste un petit peu compliqué. Souvent, on va plutôt réfléchir en département limitrophes, région ou grandes zones, ou tout simplement aussi, ça peut être très bien déjà la France. Ça reste aussi en local, parce qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent, et de services qui peuvent venir de l'Europe. Alain parlait de la Chine. Alors là, je pense qu'on peut retrouver beaucoup de produits qui viennent de Chine. Donc après, ça dépend aussi ce qu'on peut mettre, ce que vous souhaitez mettre derrière ce terme de territoire. Je pense que chacun a potentiellement une définition qui peut être différente. Moi, je vois, notamment dans les collectivités, quand on échange souvent sur leur marché d'approvisionnement en denrées alimentaires et qui veulent faire du local, eh bien là, on leur demande aussi ce que eux entendent par local, parce que ils n'ont pas forcément tous la même définition. Et notamment, il y en a qui parlent en termes de rayons, de kilomètres, sauf qu'en fonction de où on est placé, on peut vite tomber dans l'océan, dans la mer. Donc forcément, ça complique. Donc voilà, il peut y avoir plein de définitions à ce local. Alain, je te laisse compléter. Oui, enfin, il ne s'agit pas de compléter, mais je crois que c'est une vraie question qui est posée là par Monsieur Hoffman. En fait, cette définition d'achat local est une des questions qui fait partie, comme on le précisera par la suite, du plan d'action de la région Bretagne pour arriver à se mettre d'accord sur quelle est la définition d'achat local. En complétant tes propos, Charline, je rajouterai une autre question, une vaste question qui est de dire est-ce qu'on considère qu'un distributeur fait partie d'un achat local? Autrement dit, ce qu'on achète auprès d'un distributeur est-il un achat local? Donc là, je vais surtout pas rentrer dans la discussion parce qu'on conçoit bien que, comme le disait Loïc Henaf, le conseiller régional en charge de cette mission de relocalisation pour la Bretagne, il est clair que si lui considère le distributeur comme étant potentiellement des emplois de distribution, si vous prenez l'industriel pur et dur, lui, il va dire non, moi je prends pas les achats que j'effectue auprès de mon distributeur parce que mon distributeur s'adresse, voilà, je prends encore un exemple extrême, mais s'adresse en Chine. Donc voilà. Donc c'est une vraie définition qu'il va falloir qu'on partage et c'est l'objectif de Françoise
dans le management de son plan d'action que d'arriver à mettre les gens autour de la table pour trouver une définition sur laquelle tout le monde est d'accord et qu'on puisse effectivement derrière l'utiliser. Juste pour compléter, c'est vrai que dans le plan d'action, on essaye d'avoir une approche pragmatique et quand on parle de relocaliser les achats, et ben c'est en fonction des produits, en fonction des fournisseurs potentiels. Donc, de préférence, relocaliser les achats en Bretagne. Et s'il n'y a pas de fournisseur en Bretagne, ben, les relocaliser en France. S'il n'y a pas en France, et ben, en Europe. Voilà, l'idée, c'est vraiment plutôt de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Mais on sait qu'on ne pourra pas tout relocaliser dans la région. Voilà, c'est pas réaliste, mais de commencer à travailler sur certains achats. Et puis après, ça permettra aussi d'aider à structurer l'écosystème, les entreprises, sans doute aussi à mutualiser peut-être certains achats ou certaines productions, certains équipements. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation de Charline ou... Ce n'est pas le cas, ben, on va avancer. Alain, je te... Ah si, il y a une question de Ludovic. Oui, bonjour. J'avais fait un petit complément à ce qui avait été demandé, notamment savoir si, en termes de valeur ajoutée, on peut définir un label Made in France, en fait, par rapport à de la valeur ajoutée. Est-ce que ces critères, dans le cadre de l'achat local, peuvent être aussi utilisés et y a-t-il des compléments par rapport à tout ça? Puisque finalement, on vient définir une part de valeur ajoutée, donc de valeur chiffrée, hein, sur un produit qui peut être vendu en France, fabriqué et vendu en France. Qui veut répondre? Alors après, moi, je connais pas pour le coup ce qu'il y a à l'intérieur des labels, on va dire Made in France, etc. Mais effectivement, le local apporte une valeur ajoutée. Après, il faut arriver à déterminer laquelle, sur quel plan. Après, le chiffrer, oui, pour pouvoir justement déterminer un certain nombre d'éléments, au même titre que l'impact sur l'environnement, l'impact sur le social, etc. Je ne sais pas si vous avez un exemple en particulier en tête. Il y a des exemples, en fait, par exemple, dans l'électronique, on va venir chercher des composants qu'on ne trouvera pas en France, hein, ou très peu. Par contre, il y a une grosse part de valeur ajoutée qui va être faite lors de l'assemblage de ces composants sur des cartes, et ensuite les cartes vont être intégrées dans des produits finaux, hein, qui vont être utilisés. Et donc, on se soumet à un schéma finalement de valorisation de la part de la sous-traitance électronique qui peut être très important en local et qui peut venir alimenter des marchés de l'électronique, soit de consommation, soit de défense ou autre. Et donc, voilà, donc je pense que c'est important de prendre en compte ces critères pour considérer un achat local, puisque finalement, une entreprise qui va aller acheter des cartes électroniques, des produits intégrés en France ou dans un territoire et dans un achat responsable, alors qu'il pourrait très bien sous-traiter dans les pays de l'Est ou ailleurs ce produit. Oui, c'est la logique de produits en Bretagne, qui est un logo qui est apposé sur des produits pour lesquels il doit y avoir une valeur ajoutée importante réalisée en Bretagne. Voilà, si les matières premières elles sont disponibles en Bretagne, eh bien, il faut qu'elles soient achetées en Bretagne. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait une part substantielle en fait, de la valeur qui soit apportée par les entreprises au niveau régional. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et ça dépend en effet des secteurs. Pour secteur, la matière première, les matériaux ne sont pas disponibles ici. Et c'est cette partie transformation, valeur ajoutée qui est importante. Pour l'instant, en tout cas au niveau régional, on n'a pas prévu de faire de label
des achats responsables. L'idée, c'est plutôt d'engager les entreprises dans la démarche, voilà, de leur donner quelques outils et on verra après s'il y a besoin d'avancer et de développer d'autres choses. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous remercie. Eh ben, Alain, dans ce cas-là, je te laisse la main. On aura de toute façon un nouveau temps d'échange à la fin de la présentation côté Conseil national des achats et puis un autre temps à la fin du webinaire, à la fin de nos différentes interventions. Ok, j'ai un petit problème de ma présentation. Sinon, Alain, tu veux que je le partage si vraiment ça marche pas? Écoute, oui, je veux bien, vas-y. Mais tu la mets plein écran? Ouais, je m'en occupe. Est-ce que c'est bon? Ça s'affiche chez vous? Oui, c'est bon. Merci. Oui. Bon, bah, c'est toi qui va diriger, hein. Ok, donc ce je vous propose, c'est deux temps, trois temps même dans notre échange. C'est le premier, ce qu'on a appelé des leviers pour sensibiliser les dirigeants à aller vers la relocalisation. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, je crois qu'il faut rappeler, c'est ce que Françoise a introduit tout à l'heure, il faut rappeler les propos de Loïc Hénaf en tant que conseiller régional donc en charge de la mission de relocalisation. Ses premiers propos, ça a été de dire la relocalisation passera nécessairement par les achats. Alors, toute la question étant de savoir quel est le positionnement des achats dans l'entreprise ou dans la collectivité publique et de voir dans quelle mesure ou quels seraient les leviers qu'ils pourraient faire valoir, que ces achats pourraient faire valoir vis-à-vis de leurs dirigeants, de telle sorte à leur faire prendre conscience de l'intérêt que ces entreprises ou ces collectivités publiques ont à relocaliser. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de vous passer point par point donc une douzaine de situations, de leviers que notre équipe du Conseil national des achats de Bretagne a rassemblés. Alors ces leviers-là, ce sont des leviers vus par des acheteurs, puisque notre équipe est composée de responsables achats, et donc ce sont des leviers qui, en théorie, doivent, on va dire, servir d'argument vis-à-vis des dirigeants concernés. Alors, ce que je vous demande, c'est de prêter attention à cette liste, parce que après, je vous poserai la question de façon très rapide, quels pourraient être pour vous les leviers qui vous paraissent dans votre environnement les plus prégnants. Alors, le premier, comme vous le voyez sur le slide, sécurisation des approvisionnements. Je crois que la crise sanitaire nous a entraîné à des situations que vous connaissez tous. Il s'agissait à l'époque d'avoir un approvisionnement qui, du fait des filières d'approvisionnement qui étaient rompues, était tel que ça jouait sur la réalisation du produit final et la livraison au client. Donc, sécurisation d'approvisionnement. Si vous pouvez passer au point 2. Alors, le point 2 est de toute autre nature. Il s'agit de savoir si votre entreprise ou collectivité se positionne dans une promotion du savoir-faire local. Je pense qu'en Bretagne, on est devant quelque chose qui est assez, là aussi, prégnant. Le savoir-faire local est quelque chose, de mon point de vue, de fort intérêt, en tout cas soulevé et mis en œuvre par un certain nombre de fédérations professionnelles. Point 3, dynamisation de l'écosystème local. Évidemment, il y a une relation, c'est un levier qui s'inscrit dans la continuité du précédent. La dynamisation de l'écosystème local, vous voyez ce que je veux dire, à savoir que si dans un exemple que je relaterai tout à l'heure, vous avez un client qui se rapproche d'un fournisseur local,
on voit bien que il y a potentiellement le développement du business mutuel. Point 4. Point 4, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Je crois que Charline, tout à l'heure, en a parlé. Ça me paraît clair. L'exemple, va dire basique, que je me suis permis de prendre tout à l'heure à l'image de la comparaison d'un fournisseur chinois avec un fournisseur breton, par exemple, s'inscrit bien à travers le différentiel, par exemple, de transport dans la réduction de l'empreinte carbone. Le point 5. Alors, le point 5 se rapprocherait un petit peu du point 1, à savoir l'amélioration de la réactivité de livraison vers les clients et du point précédent. On peut se retrouver devant une situation où intégrant un fournisseur de proximité avec une réactivité de livraison qui présente un intérêt fort pour l'entreprise vis-à-vis de ses propres clients. Répercussions positives sur la marque employeur. Tout à l'heure, j'en parlerai dans l'exemple. Les salariés de l'entreprise cliente exprimaient vraiment une certaine fierté. C'est ce qu'on pourrait appeler la répercussion positive sur la marque employeur. Une certaine fierté à s'être rapproché d'un fournisseur local, en l'occurrence breton. Et donc, cette fierté, c'est s'ajouter avec la qualité du produit acheté. Donc, on était devant quelque chose qui pouvait, en termes de marketing, jouer à fond sur là ce qu'on appelle la marque employeur. Contribution à la volonté sociétale et régionale de relocalisation, je pense que on s'inscrit dans une dynamique, et c'est un peu l'objectif du plan d'action de la région Bretagne, qui est de dire faisons les bons choix au niveau achat et pensons derrière à saisir des opportunités ou à les créer, ces opportunités de contribution régionale à la relocalisation. Point 8. Point 8, c'est la participation à la création de valeur du territoire avec son impact en termes d'emploi. Il est clair que c'est un élément fort. On va dire qu'il peut se rapprocher, bien entendu, d'autres leviers précédemment évoqués, mais là, on est en train d'insister sur quelque chose où l'acheteur, de par sa responsabilité de sélection du fournisseur, se retrouve à jouer sur un terrain qui est un terrain élargi au simple périmètre de son entreprise, à savoir la contribution en termes d'emploi. Le point 9, c'est la démarche de relocalisation avec les exigences RSE. Je crois que là, on est en plein dans l'île, si vous me permettez l'expression, par rapport aux propos tenus par Charline tout à l'heure sur les aspects de contenu RSE. Le point 10. Le point 10 est un point peut-être moins connu, peut-être de la part des acheteurs. De plus en plus de banques aujourd'hui prennent en considération dans les critères d'attribution de nouvelles lignes de crédit, prennent en considération des critères liés à la RSE. Et donc de plus en plus, on se retrouve devant la nécessité pour les entreprises sollicitant ces nouvelles lignes de crédit, eh bien de faire valoir les actions qu'elles puissent mener dans le périmètre RSE précisé par Charline. Point 11. Alors le point 11, on est dans un cadre aussi un peu particulier. Vous voyez que je fais mention de ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. Il s'agit d'une déclaration qui va devenir qui est déjà obligatoire pour une certaine taille d'entreprise et qui progressivement, le seuil va baisser. Sauf erreur de ma part, il va être très bientôt de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc pour toutes ces entreprises au-delà de ce seuil, il va y avoir cette déclaration de performance extra-financière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous l'expliquer. Jusqu'à présent, cette déclaration de performance extra-financière, jusqu'à présent, la déclaration, il s'agissait plutôt d'une déclaration économique, et donc selon le statut de l'entreprise, société anonyme ou autre, cette déclaration du statut économique de l'entreprise, avec ses résultats, avec ses perspectives de croissance, etc., était
selon les cas, plus ou moins déclarés aux autorités des marchés financiers. Et là, on rentre dans un débat depuis quelques années maintenant, où les entreprises importantes à ce jour, les groupes et les entreprises à taille intermédiaire, ont allé plus loin en faisant ce qui est mentionné sur ce slide avec une déclaration de performance extra-financière. Ça veut dire très clairement qu'elles sont en plein dans le sujet de la RSE. Et donc, c'est bien évidemment, notamment pour cette raison, mais aussi pour les valeurs qu'elles défendent, qu'elles se structurent dans une démarche RSE. Et donc ici, le levier 11, se mettre en bonne position réputationnelle, on pourrait faire le lien avec le point précédent, hein, c'est très clairement, dans le cadre de cette déclaration de performance extra-financière, de montrer jusqu'à quel point on a inscrit cette valeur territoriale pour se mettre en bonne position réputationnelle. Et enfin, le dernier, réduction des coûts. Je l'ai mis en dernier, il n'y a pas de volonté particulière, il n'y a pas d'ordre non plus à l'intérieur de cette liste des principaux leviers de relocalisation. Voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être de réagir. Alors, on va pas réagir évidemment de façon orale, ce serait impossible à manager, on est trop nombreux, mais de votre côté, si vous avez des commentaires ou comment dirais-je, des leviers que vous préférez. Alors là, j'ai mentionné 3 leviers, mais bon, faites-le par levier de nos conversations. Je vous propose, sans vous laisser plus de temps, je vous propose de passer au slide suivant. Et là, merci. Et là, il s'agit ni plus ni moins d'un sondage grandeur nature qu'on a fait avec Bretagne Développement Innovation lors de Bretagne Achat, qui a eu lieu donc vendredi dernier, 22 septembre à Rennes. Alors, ce sondage, il a repris ni plus ni moins les 12 leviers que je viens de vous évoquer. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une réaction à chaud vous voyez, en bas au milieu, 71 votes. Donc, vous voyez ce qui apparaît, alors on va peut-être pas parler de tiercé, de quartier gagnant, c'est pas le propos, mais ce qui est intéressant, c'est que ces 71 votes se sont déterminés d'entrée pour le premier point, la réduction de l'empreinte carbone. Vous avez peut-être du mal à lire, il s'agit de 61%. Ensuite vient la sécurisation des approvisionnements pour près de 49%. Ensuite, la participation à la création de valeur avec son impact emploi, vous voyez que c'est 32%. Et la démarche de relocalisation répondant aux exigences RSE, 24%. Alors, bon, on n'en a pas oublié les autres. La dynamisation de l'écosystème local, vous voyez, qui est à 31%, et la dernière ligne, réduction des coûts, à 23%. Voilà. Donc, encore une fois, il s'agit d'un sondage, d'une réponse un peu instantanée. Donc, devant la panoplie des 12, et leur ayant laissé assez peu de temps pour répondre. Voilà. Donc, mais ça donne une illustration. Donc, bon, je vous engage à y réfléchir. C'est un élément qui va faire partie, évidemment, qui doit faire partie de votre environnement, de votre réflexion. Alors, on a été un peu plus loin dans ce deuxième élément de présentation aujourd'hui, c'est de vous évoquer une étude nationale qui a été menée par le Conseil national des achats et Agile Bayer, que je vais vous présenter juste après. Cette étude nationale a porté sur un certain nombre de thèmes, on va le voir, et bien entendu, notre propos, ça a été de zoomer sur la relocalisation. C'est une étude très complète, vous voyez qu'on effectue depuis 14 ans, donc si tu peux passer au slide suivant. Alors, je vais vous présenter les auteurs très rapidement pour vous montrer qui est le Conseil national des achats. D'abord, comme vous le mentionnez, on est dans une association qui a une certaine seniorité puisqu'elle a été créée en 1945. C'est bien toujours la même. Et c'est l'association de référence pour les métiers des achats en France. Au-delà de sa structure en association loi de 1901, avec, vous voyez, le nombre de collaborateurs qui soient permanents ou bénévoles. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est présent dans 11 régions.
On a des comités de direction, c'est le cas évidemment pour le Conseil national des achats en Bretagne. Et notre objectif, c'est de voir dans quelle mesure on peut accompagner les acteurs achats, relever les enjeux de cette fonction achat. On sait que cette fonction achat n'est pas toujours correctement positionnée eu égard à la... Pardon? J'entends pas. Eu égard à, je dirais, au caractère stratégique qu'elle a de plus en plus au sein des entreprises ou des collectivités publiques. Notre deuxième objectif, tout à l'heure Charline l'a évoqué à travers le label et la charte. Bon, simplement cette charte, on l'a créée, c'est le Conseil national des achats qui l'a créée en 2010. Elle existe toujours et à ce jour, on est autour de 2500 signataires. Et comme Charline le précisait, le label s'inscrit dans la continuité de la charte. Et donc, notre propos, c'est évidemment d'inciter à prendre connaissance des valeurs qui sont intégrées dans la charte. Comme l'indiquait Charline, le label, après, va être un moment de démonstration auprès d'un évaluateur externe que ces engagements-là sont bien tenus. Voilà. Donc, en résumé, le CNA, vous voyez, qui regroupe, c'est un réseau de 20 000 professionnels de l'achat. C'est un réseau de benchmarking, entre guillemets, c'est-à-dire de partage d'expérience. C'est une association qui conçoit un certain nombre de revues professionnelles, d'enquêtes, de baromètres, etc. Et on organise 200 événements par an, notamment les universités des achats, qui est, comme je le mentionnais là, le plus grand rassemblement de la communauté achat en France. Et par clonage, si je peux me permettre ce terme, on a organisé donc vendredi dernier, 22 septembre, les universités des achats bretonnes. Voilà. Merci de... Alors, très vite, Agile Bayer, alors je me dois de présenter Agile Bayer très vite également, mais je me le dois parce que on est devant une copropriété de cette étude nationale. Donc, vous voyez qu'Agile Bayer a été créé il y a déjà 15 ans, un peu plus. Aujourd'hui, il a 80 collaborateurs avec un index d'égalité professionnelle qui est mesuré et il a environ 1 millier de missions déroulées à ce jour. Alors, qu'est-ce que fait Agile Bayer? C'est sur le slide suivant. Alors, vous voyez que, bon, Agile Bayer fournit, entre guillemets, le terme n'est pas bien choisi, mais met à disposition des équipiers achats, c'est son propre terme, mais il est aussi à même de manager une transition achat dans une entreprise qui serait en situation de ce type, voire d'assurer du conseil ou de la formation, notamment au niveau des événementiels achats. Voilà. Merci de passer au point suivant. Alors, cette étude nationale, pour faire très vite également, vous voyez qu'elle a été, chaque année, elle est réalisée dans cette même période de novembre-décembre. Elle s'adresse, vous voyez là, en l'occurrence en 2022 pour 2023, elle s'est adressée à près de 900 réponses, 900 interlocuteurs qui ont répondu. Ce qui est intéressant à noter, c'est, vous voyez, la taille des réponses à droite. Évidemment, c'est une étude nationale, donc vous voyez 42% des réponses des entreprises concernées, des salariés concernent des entreprises, des groupes supérieurs à 5000 salariés. On verra tout à l'heure une certaine vision à l'échelle bretonne. Alors, on a zoomé sur relocalisation. Il y a bien d'autres thèmes à l'intérieur de cette étude sur les tendances et priorités 2023. Donc, il s'agit, encore une fois, d'interroger les directions achats pour savoir quelles sont leurs tendances pour l'année à venir. Et donc, ici, on a zoomé sur la relocalisation. Alors, les crises vont-elles vous pousser à relocaliser? Vous voyez que c'est oui à 49%. On a pris 2 points de plus qu'en 2022. Bon, ce qui est intéressant à noter, c'est le jump entre 2021 et 2022-2023. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires sur l'explication de ce jump, évidemment en relation avec la crise sanitaire. Alors, les bénéfices qu'on pourrait en tirer. Alors, qu'on pourrait peut-être faire un parallèle avec les leviers que je vous ai présentés préalablement. Vous voyez que là,
c'est très clair, hein. 33% pour la sécurisation des approvisionnements, 24% pour l'environnemental. Voilà. Je ne vais pas commenter absolument tous les chartes, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Sécurisation 33, impact environnemental 24. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, alors le slide est un peu complet, donc il est difficile à lire d'entrée de jeu, mais ce qui est intéressant de noter, c'est deux choses. Premièrement, bah, évidemment, les différentes filières qui sont mentionnées là, et deuxièmement, évidemment, l'évolution entre le premier histogramme en bleu foncé, qui est 2022, et celui de 2023. Donc, bon, alors, si on parle Bretagne, il y a peut-être des choses à zoomer. Je ne sais pas si on parle de l'agro, là, agro, hôtellerie, restauration, vous voyez, en plein milieu du slide, 43, 47, bon, etc. L'industrie lourde, 50-40, mais c'est pas trop la Bretagne. Aéronautique défense au milieu, 37-51, il y a un sacré jump là. Donc, je fais le lien peut-être avec l'intervenant tout à l'heure qui a posé la question, Monsieur Hoffman. Aéronautique défense, il a donné des exemples dans le cadre des cartes électroniques. Voilà, informatique télécom, vous voyez le jump également, 25-51, voilà. Je propose peut-être de poursuivre. Alors, quelles seraient les zones de relocalisation? Alors, évidemment, là, à l'échelle nationale, on n'a pas posé la question de la Bretagne, mais vous voyez que néanmoins, il apparaît 76%. Et pour faire le lien avec les propos de Françoise tout à l'heure, vous voyez que elle se situe juste derrière ce positionnement France se situe quand même juste derrière l'Europe, 81%. Donc tout à l'heure, Françoise expliquait derrière la question posée sur le Made in France, effectivement, quelles étaient les réelles possibilités de la Bretagne, du Grand Ouest, de la France, etc. Tu peux tourner. Alors, considérez-vous le Made in France ou achats locaux, hein, puisque dans vos critères d'attribution du business, alors là c'est intéressant, vous voyez que ça progresse à 65%. Donc 65%, c'est 2/3. Donc 2/3 des directions achats interrogées intègrent dans des critères d'attribution de business cette notion d'achats locaux. Ah, ça c'est intéressant. Oui, si tu peux tourner. Considérez-vous le Made in France ou achats locaux dans vos critères d'attribution de business? Alors bon, après on a l'éclatement par filière. Alors vous voyez l'agro 85%, là je crois que c'est pas forcément c'est pas une surprise. Bon, pharmacie santé 77, ça en est peut-être plus, compte tenu de ce qu'on a pu vivre au moment de la crise sanitaire. Quand vous voyez au milieu informatique télécom 66, enfin bon voilà, on n'est pas dans des grands écarts, mis à part les deux, trois premiers. Mais vous voyez le dernier, service conseil formation, est 48%. Alors, votre entreprise suit-elle le pourcentage d'achat Made in France ou achats locaux? Alors ça, c'est une bonne question également, qu'on s'est permis de poser. On vous montrera tout à l'heure d'autres données plus locales. Vous voyez qu'il y a un jump là aussi de 5 points. On est à 36%. C'est pas énorme quand on considère cette notion d'achat locaux et le lien évidemment avec la relocalisation. On n'a que à l'échelle nationale un tiers des entreprises qui suivent le pourcentage d'achats Made in France ou locaux. Alors, très vite, on a avec Magali Chenel qui nous écoute, je crois, donc avec la CCI MBO, donc de Quimper et du Finistère. Donc on a mené cette enquête donc à l'échelle du Finistère. Là. Le titre n'est pas passé, mais c'est à l'échelle du Finistère où on voit les crises. Donc c'est la même question que posée à l'échelle nationale, mais là on a fait le focus vis-à-vis du Finistère. Donc les crises vont-elles vous pousser à relocaliser? Vous voyez, 60%. Alors évidemment la volumétrie est totalement différente. Et quelles seraient les zones de relocalisation? 50% pour le Grand Ouest, mais là on s'adresse à des Finistériens. Donc voilà, si tu peux passer.
Voilà. Alors, on a fait un sondage un peu identique à celui que je vous ai montré tout à l'heure à propos des leviers de sensibilisation de vos dirigeants. Et là, on l'a fait à travers deux autres questions qu'on a posées avec Bretagne Développement Innovation lors de notre grand événement Bretagne Achat 2023. La première question, vous voyez à gauche, connaissez-vous le pourcentage d'achats qu'effectue votre entreprise en Bretagne, entreprise ou collectivité publique en Bretagne? Vous voyez qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Posez-vous la question chez vous, hein, dans votre entreprise ou collectivité publique, mais vous voyez que sur 87 votes, il n'y a pas photo. 80% ne connaissent pas. Donc, quand on veut parler de relocalisation, de localisation, il y a du boulot. L'achat local est-il un axe explicite de votre politique achat sein de votre entreprise? Alors là, c'est intéressant, 61% de oui. Donc d'un côté, il y a un axe explicite, on veut y aller, et de l'autre côté, on ne sait pas encore le mesurer. Si on peut poursuivre. Alors, bon, là, il n'y a pas de support, laissons ce support d'intro. Je voudrais juste vous raconter une histoire. On l'a volontairement pas mise sous la forme de slide. C'est une histoire que j'ai demandé avec le support de Françoise, l'équipe de Bretagne Développement Innovation. C'est une histoire entre la société La Belle Illoise et Algolesco. Alors, ce sont évidemment deux entreprises bien bretonnes. J'ai posé une première question à La Belle Illoise, qui était donc dans l'espèce le client. Je lui ai posé la question de savoir si quelle pourrait être, comment pourrait-elle caractériser les grands axes de sa politique achat. Et là, alors là, la réponse a été immédiate sous l'aspect de deux réponses. Premièrement, on a une cartographie achat bien précise, et deuxièmement, la relocalisation et l'ADN de notre société. Donc, une fois que le décor est planté, il s'est agi ensuite de voir dans quelle mesure ce lien entre La Belle Illoise et Algolesco s'inscrivait dans un exemple, dans une réussite de relocalisation. Et là, pour ça, quelques questions rapides sur ben, le besoin, quel était le besoin, quel était initialement le fournisseur hors Europe, puisque c'était le cas. Comment la société La Belle Illoise a-t-elle connu le fournisseur local dans sa décision de relocalisation? Comment cette relation s'est progressivement bâtie, laquelle a abouti à une synergie entre deux? Alors, très très vite, on a senti d'abord, premièrement, derrière cet ADN de relocalisation, un lien avec la stratégie de l'entreprise La Belle Illoise, à savoir quelque part, elle s'était fixée une démarche, un levier de développement qui nécessitait de faire appel à un produit qu'on va rencontrer évidemment en Bretagne, mais pas que, l'algue. Et donc derrière ce produit de l'algue, jusqu'à présent, elle s'approvisionnait peu ou prou vis-à-vis d'un fournisseur largement hors Europe, sud-est asiatique. Et donc la volonté de l'entreprise, c'était de trouver une solution locale, bretonne. Et donc pour ça, ce que j'ai bien aimé dans le témoignage, c'est que premièrement, quand on lui a demandé comment elle a identifié cette société, sa première réponse a été de dire, au-delà des recherches Internet et autres, ça a été de dire, on s'est associé, je me suis, moi, acheteuse de La Belle Illoise, associée avec mon service recherche et développement. Et là, on sent déjà qu'en termes de qualité de pratique interne, le lien entre l'achat et la R&D était très fort. Et donc, la société Algolesco a été identifiée grâce à ce binôme, donc achat R&D. Ensuite, pour faire très court, des synergies sont apparues assez rapidement entre les deux sociétés, et la société Algolesco, en complément, nous a clairement évoqué que au fil, une fois la relation établie, au fil des échanges, ils sont arrivés à une progression réciproque des deux services R&D. Alors là, je trouve que ces échanges permanents ont permis de créer la confiance et de faire en sorte que on apporte une réponse, à savoir que la société Algolesco, qui est une TPE à l'échelle du Finistère,
à développer une activité, à faire appel à la région Bretagne pour l'aider en termes d'investissement, et donc a répondu par, une algue de haute qualité, je vous passe le détail technique, cultivée dans un espace marin qualifié de Natura 2000. Donc voilà. La conclusion de ce témoignage, je fais court, la conclusion de ce témoignage, c'est de dire, ils ont ensemble, premièrement, grâce à cette confiance, développé un produit nouveau pour la Belle-Îloise. Et deuxièmement, ils ont développé économiquement leur entreprise, la Belle-Îloise en tant que client et la société Algolesco en tant que fournisseur. Donc, les mots utilisés par le directeur général d'Algolesco sont, de mon point de vue, très forts parce que il indique nous avons partagé nos process, ils nous ont fait grandir dans nos process, ils nous ont rassurés sur nos challenges, et lui-même conclut en disant c'est une belle histoire. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Alain. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Dans ce cas-là, on va avancer et parler voilà, de quelques pistes pour aller plus loin, pour avancer sur ce sujet de la relocalisation des achats. Donc, je vais vous parler rapidement du plan d'action régional et Sandra vous présentera le dispositif RESFAB avec la partie soutien à la structuration des achats et des achats responsables au sein des entreprises. Donc, concernant le plan d'action régional, il est en cours de finalisation. L'objectif, c'est de le mettre en œuvre en 2024-2025. Dès fin 2023 pour certaines actions sur lesquelles on travaille déjà, notamment sur des actions autour de la promotion, de la communication, mais aussi sur la mise en place de certains outils. Et puis, il y a également des actions qui existent déjà. Et l'idée, c'est de capitaliser sur ces actions. Le plan d'action régional est un plan d'action des différents membres du COPIE, donc c'est un plan d'action partagé. Et il comporte 3 axes de travail. Donc, le premier, c'est la sensibilisation des dirigeants, notamment les dirigeants d'entreprise, les directeurs achats, aux problématiques de relocalisation par les achats, puisque même si les acheteurs sont en première ligne pour travailler sur ce sujet, il faut aussi que ce soit intégré comme un enjeu prioritaire dans leur cahier des charges lorsqu'il leur est demandé. Donc, pour travailler sur le sujet, on prévoit donc de mettre en place un certain nombre d'actions, notamment définir des outils. Le premier, ce sera notamment l'indice d'achat local qui s'appuie sur un outil développé par l'UMM, l'index d'achat local dans le cadre de leur charte industrielle engagée pour mon territoire. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises déjà pour qu'elles se posent la question de leur part d'achat réalisée en Bretagne, en France, en Europe et hors Europe, pour ensuite identifier des marges de progression. En termes d'outils, on prévoit aussi d'avoir un outil simple pour calculer le TCO, enfin, voilà, avoir une première estimation. Il y a des actions de communication, d'information qui sont prévues, que ce soit par exemple ce webinaire, l'organisation d'ateliers, d'événements. Par exemple, il y a un atelier qui sera organisé sur la relocalisation par les achats à Brest le 18 octobre. On sera également présent à l'Open de l'industrie le 19 à Carhaix. On est en train de mettre en place pour la fin de l'année un site internet, de travailler à identifier des entreprises, faire des retours d'expérience. Voilà, avoir un certain nombre d'outils, d'informations. Et puis, sur la partie sensibilisation, il y a aussi le sujet, par exemple, de la montée en compétences des entreprises et puis également des structures d'accompagnement.
qui ont pour mission de les aider et donc de pouvoir leur donner des informations, des données. Le deuxième axe, c'est la création de nouvelles relations acheteurs-fournisseurs. Donc là, il s'agit d'aider les entreprises notamment à identifier des fournisseurs potentiels en Bretagne à travers le réseau, à travers nos outils numériques. C'est également, pour objectif, en tout cas, communiquer par exemple l'organisation de B2B lors d'événements ou l'organisation de réseaux d'échange. Alain parlait tout à l'heure par exemple du club H29. Et puis, le troisième axe de travail, là, c'est plutôt sur la relocalisation d'activités. Donc, identifier quels sont les secteurs, les activités qui pourraient être relocalisées. Ça peut être dans une logique de compléter l'écosystème régional, parce qu'il y a besoin parce qu'il y a beaucoup d'achats en Bretagne sur un produit qui n'a pas la production. On peut réfléchir à mutualiser la demande et essayer de faire émerger l'offre, soit par diversification ou par implantation. Voilà, ça peut être aussi la localisation sur de nouvelles activités, par exemple sur les activités en lien avec la transition écologique. Alors, de votre côté, comment relocaliser vos achats? Donc, on a commencé à travailler sur les différentes étapes. Donc, la première étape, c'est de mobiliser en interne. C'est vraiment un travail, on l'a vu sur la partie calcul du TCO, qui doit s'appuyer sur différents services et, comme on le disait, aussi sur la direction. Il faut cartographier les achats, donc savoir où on en est. Donc cartographier par répartition géographique, mais aussi identifier quels sont les achats stratégiques et où qui pourraient être localisés. Et puis après, travailler à l'identification d'alternatives en termes d'achat. Ça peut être donc l'identification de fournisseurs potentiels, réfléchir à des possibilités de mutualisation. Ça peut aussi, par exemple, le fait de revoir la conception et ou la production d'un produit pour l'adapter aux fournisseurs locaux. En discutant avec les entreprises, on voit que si elles rapatrient la production d'une partie des matériaux, en tout cas de leurs achats en Bretagne, et parfois il faut le produire d'une manière différente, voire il faut le concevoir différemment. Ça peut être notamment dans une logique d'éco-conception, de simplification du process et de réduction de l'empreinte environnementale. Et puis, actuellement, les entreprises peuvent aussi, par exemple, investiguer les projets de réemploi et de nouveaux modèles économiques. Et puis, quand les pistes ont été identifiées, après, il faut pouvoir analyser les coûts, les bénéfices. Donc là, on retrouve les différents sujets, les leviers, les avantages qui ont été présentés par Alain. Donc, ça peut être des coûts financiers, les sujets de sécurisation, les enjeux environnementaux, réputationnels, la compétitivité, la valeur ajoutée aussi dans le cadre de la démarche RSE. Et puis le renforcement de la coopération territoriale, notamment avec la possibilité de co-construire de nouvelles solutions. Et là aussi, le témoignage de la Belle-Îloise et d'Alpolesco est intéressant. Et puis, entre guillemets, après, il n'y a plus qu'à. Donc là, il faut organiser la transition et la mettre en œuvre, mettre en place le transfert et la mise en place des nouvelles des relations avec les nouveaux fournisseurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'actions, de dispositifs qui existent déjà et qui rejoignent cet objectif de relocalisation par les achats. Et il y a notamment le dispositif BressFab. Donc, Sandra, je te laisse le présenter. Oui, merci Françoise pour le passage de relais. Donc, en dernier point de ce webinaire, effectivement, on a souhaité vous présenter le dispositif BressFab.
Je vais en parler assez rapidement parce que je ne suis pas sûre que vous soyez tous concernés. C'est vrai que ce dispositif concerne vraiment les entreprises industrielles en Bretagne, mais c'est un dispositif d'accompagnement pour les entreprises qui est vraiment concret et accessible. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant de se pencher un peu sur le sujet. Alors, BrestFab, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui est porté et financé par 3 principaux acteurs, qui sont la région, l'ADEME et les services de l'État, en partenariat avec, avec tous les partenaires qui sont cités ci-dessous, mais que je ne vais pas reprendre à l'oral. C'est un budget de 2,4 millions d'euros de financement spécifique pour soutenir l'industrie en Bretagne autour de 3 principaux enjeux qui sont le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles bretonnes, l'accélération des transitions environnementales, organisationnelles et numériques au sein des entreprises industrielles, et aussi un enjeu d'animation d'une communauté industrielle pour partager et grandir les uns avec les autres. On peut passer la slide suivante. Concrètement, qu'est-ce que c'est BrestFab? Donc, c'est des solutions apportées aux entreprises. Il y a 2 natures, sous forme de 2 natures, des accompagnements individuels dédiés aux PME ou alors des animations collectives tout au long de l'année. Donc, qu'est-ce que c'est que les accompagnements individuels? On propose aux entreprises de bénéficier de conseils et d'accompagnement de la part d'experts qui sont référencés par BrestFab sur différents sujets, qui vont de la stratégie, performance, business, investissement, transition environnementale, transition organisationnelle, transition numérique. Donc, tous ces sujets-là sont portés par BrestFab. Ça se passe comment? On peut bénéficier de 2 à 10 jours d'accompagnement par des experts sur des défis qui sont pour partie financés par le programme. Il reste à charge 325 € hors taxe par jour d'accompagnement pour l'entreprise. Le reste est financé par les organisateurs du programme. Ça, c'est pour les accompagnements individuels. À savoir que ça, c'est une nouveauté du programme BrestFab. Depuis cette année, on propose, et c'est obligatoire, aux entreprises qui bénéficient des accompagnements individuels BrestFab de réaliser un état des lieux sur les enjeux de la transition environnementale et décarbonation. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est pris à cœur par la région et qui est obligatoire. Donc ça se passe sous 2 jours. On fait un bilan de tous ces sujets pour voir avec le dirigeant dans quelle mesure il a intégré ces sujets-là dans son entreprise aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les accompagnements individuels, et aussi BrestFab, c'est des animations collectives tout au long de l'année avec des webinaires, des visites d'entreprise, des rencontres prospectives, rencontres marché. Donc les prochains événements, notamment qui sont organisés par BrestFab, ce sera l'Open de l'industrie le 19 octobre à Carhaix. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir tous les acteurs de l'industrie pour pouvoir échanger, et il y a la possibilité d'organiser des rendez-vous B2B en amont de l'Open de l'industrie. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y inscrire, à aller voir quels sont les participants et préparer à échanger si vous le souhaitez en prenant des rendez-vous à l'avance. Et aussi Chrysalide Industrie, qui est un concours dédié à mettre en lumière des entreprises industrielles sur la région. Pour rentrer plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le sujet des achats, je vous ai mis les défis BrestFab. Donc, comme je vous disais, si vous voulez vous faire accompagner par un consultant, il y a différents défis dans BrestFab. Et là, je vous ai remis les défis en lien avec les achats. Donc, il y a des défis qui seront de manière, qui seront plus business, compétitivité, et d'autres défis qui sont vraiment en lien avec la transition écologique. Donc, défi stratégie de réindustrialisation, make or buy. Le défi 7, mieux acheter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux acheter? Donc là, le consultant peut vous permettre de faire un état des lieux et améliorer vos pratiques achats, structurer, organiser la fonction achat dans l'entreprise. Ça, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez vous faire accompagner.
et d'autres défis aussi qui concernent la fonction achat. Si vous voulez mettre en place une logique d'économie circulaire au sein de votre entreprise, éco-concevoir des produits ou des services, et ben voilà, il y a des experts qui sont à votre disposition et vous pouvez vous faire aider à hauteur de 67% du coût total en bénéficiant du programme BRESFAB. Les conditions sur le slide suivante pour bénéficier de l'accompagnement BRESFAB, sur l'accompagnement individuel. Il faut être une PME bretonne de plus de 3 ans, une PME donc, de production ou de transformation industrielle, effectif supérieur à 5 mais inférieur à 250 personnes, au chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros. Et pour que ce soit concret, je vous ai donné aussi les contacts des personnes de chez BRESFAB à contacter, donc les porteurs de projets. Sylvain Gourlaouen pour les accompagnements individuels et pour les accompagnements collectifs, Pierre Dessay et Jérôme Simon. Merci Sandra. Et donc toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de BRESFAB. Tout à fait. Voilà, et pour information, on travaille aussi dans le cadre du plan d'action pour identifier l'ensemble des aides qui peuvent aider les entreprises sur la partie accompagnement, donc pour les entreprises qui ne répondent pas aux critères, qui ne sont pas sur la partie industrielle. Il y a également par exemple les passes conseils de la région et puis également des aides notamment côté BPI, côté État sur la partie plutôt relocalisation d'activités. On arrive à la fin de ce webinaire, que ce soit en termes de présentation ou en termes de temps. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? On vous enverra le lien vers le replay et la présentation. Et voilà, vous pourrez aussi nous contacter si vous avez des questions, ou si vous avez des projets de relocalisation de vos achats ou d'activités. Quelques minutes supplémentaires, si certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires. Ça n'a pas l'air. Donc, comme c'est l'heure, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, je remercie également les co-intervenants d'avoir participé, d'avoir présenté.